Je croyais que c'était Dominique de Villepin qui était sur la sellette aujourd'hui, mais je m'aperçois qu'on s'est gourés tous, c'est moi. Donc clairement, on va y aller. Alors première question, elle est bien, c'est ce problème du rock, quoi. Qu'est-ce que c'est le rock? Qui fait du rock? Qui n'en fait pas? Patrick Bruel fait-il du rock? On peut se poser la question quand on le voit chanter Satisfaction à la fête de la musique. Mais c'est vrai. Il est clair que le rock, dans ce qu'il a eu de meilleur, influence la variété française. Vous n'étiez pas né en 1968, heureusement pour vous, vous auriez vu arriver à la télévision un certain Julien Clerc, que moi, personnellement, j'ai pris pour Jim Morrison pendant quelques minutes, puisqu'il arrivait en pantalon de cuir noir, avec une chemise blanche et les cheveux bouclés. C'était le sosie total de Jim Morrison. Alors il fallait savoir qui fait du rock, qui fait de la pop, qui fait de la variété, qui fait du rap. Et donc il y a un moyen très simple, quand vous voulez, et ça je vous donne la clé en fait, comme j'ai mis des années à trouver. Si vous voulez savoir si le chanteur, par exemple Bashung, fait-il du rock, quel est le nom de son guitariste? Parce que quand on parle des Anglais, quand on parle d'un chanteur comme Robert Plant, Led Zeppelin, il y a tout de suite un guitariste. C'est Jimmy Page et Led Zeppelin, un groupe de rock, on en conviendra tous ici ce soir. Eh bien, c'est obligatoirement la rencontre d'une voix et d'une guitare. Il faut qu'il y ait une guitare. Et dans ce cas, Bashung a eu un certain nombre de guitaristes assez géniaux, assez prodigieux. Oli Guindon vient tout de suite à l'esprit. C'est des grands guitaristes et qui ont vraiment fait porter Bashung vers le rock. C'est pas seulement une question de fringues. Les fringues, tout le monde peut les mettre, tout le monde peut mettre un pantalon de cuir noir, des bottes pointues, mais après, c'est pas sûr. Donc il faut chercher le guitariste. Et ça nous permet, quand on voit Johnny Hallyday, on se rend bien compte qu'il y a eu pléthore de grands guitaristes avec Johnny Hallyday. Donc Johnny Hallyday serait bel et bien un rocker. Et oui, il faut l'admettre, en dépit de ses lunettes optiques 2000, quelque part. Voilà un bonhomme, quand vous parlez avec les fans de Johnny, ils vont vous citer tous les noms des guitaristes. Joey Greco pour les rock les plus terribles, Rolling à l'époque avec Tommy Brown et Mickey Jones qui après est allé faire Foreigner, et Nono de Trust qui est venu après rejoindre l'équipe de Hallyday, aujourd'hui Robin Le Mazurier. Donc dans le cas de Johnny, il y a toujours un guitariste, donc on se trouve face à un rocker. Le cas de Higelin, et on ne va pas les passer tous en revue, le cas de Higelin est plus bizarre, parce que lui, quand on parle de Higelin, on se souvient d'un bassiste. Il a eu Eric Serra à la basse, la grande époque de Higelin, entre BBH 75 et Champagne pour tout le monde, c'est vraiment Eric Serra. C'était un bassiste, mais prodigieux. Et donc Higelin n'avait pas de guitariste, mais il avait un bassiste qui aurait été un rocker. Voilà. C'est comme ça qu'on fait la différence. Sinon, vous voulez une histoire du rock français extrêmement rapide, mais ça couvre quand même, le rock français commence en 1959. Ça couvre donc 59-2009, vous faites le compte vous-même, vous êtes dans une école et vous obtenez... Voilà, 50 ans d'histoire, 50 ans derrière nous. Mais c'est une histoire que, effectivement, les Français n'ont pas toujours aimé. Ça devient tout de suite très violent, très polémique. Dès qu'on parle de rock, il y a des choses qui sortent et c'est un grand sujet de discussion. Enfin, je veux bien vous faire un petit tableau. J'ai pris les notes dans le train, je n'arrive pas les mains vides. Et donc, en 1959, le rock français démarre, et ça démarre par une espèce de... Je dirais, c'est un rendez-vous manqué. C'est Boris Vian, qui est un grand critique de jazz et un grand producteur de disques chez Philips, écoute les premiers disques de rock'n'roll et il trouve ça à chier. Il trouve ça nul, parce que lui, il vient du jazz, c'est un esprit brillant, fin. Enfin, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette ringardise? Et il décide, en studio, de faire un rock'n'roll pour se foutre du rock'n'roll. Donc il convoque son ami Henri Salvador, et Henri Salvador trouve cette musique tellement nulle qu'il ne veut pas mettre son nom. Il dit, on va faire ça sous un autre nom, je voudrais un faux nom, je veux bien chanter tes 4 rocs, mais s'il te plaît, et donc ça va devenir le disque de Henri Cording. Blague de Boris Vian, blague binaire et en jeu de mots laid. Mais Henri Cording enregistre donc Va te faire cuire un œuf man, Rock'n'Roll Mops, Rock Hockey, et c'est un carton. Le disque sort et il se vend à 2 millions. Alors là, il y a plein de changements qui se produisent dans le paysage. Déjà, Henri Salvador, il demande qu'on mette sa photo sur le disque de Henri Cording, parce que il dit maintenant que ça a vendu 2 millions, ça serait bien que les gens sachent que Henri Cording a un nom, et c'est moi, Henri Salvador, qui revendique le truc. Mais c'est trop tard, le disque est passé comme une blague. Et cette façon de blaguer pour faire du rock,
va être un petit peu notre malédiction à nous les Français. C'est clair que la bagarre, elle se passe en Angleterre avec les Beatles, en Amérique avec Elvis Presley, puis après on voit arriver les Stones, les Zeppelin, Pink Floyd, les Who, et nous, on est un peu désorganisés parce que nous, en France, on est la patrie de l'accordéon. Et c'est vrai que en 1959, les gros vendeurs de disques qui s'appellent Aimable, André Verjuren, Georgette Plana, c'est des gens qui vendent des disques d'accordéon. L'accordéon est roi. Tous les samedis, dans toutes les villes de France, il y a des bals avec des joueurs d'accordéon. Et c'est les joueurs d'accordéon qui font des très grosses ventes. Les Français se rendent compte qu'il se passe un truc et donc ils vont signer incroyablement des groupes. Après ce 45 tours de Henry Cording qui a appâté le business, ils vont chercher des groupes de jeunes. Et ça tombe bien parce qu'on est en 60-61 et vous avez plein de gens qui rentrent d'Algérie, c'est les premiers pieds noirs. Au milieu de tout ça, c'est des gens qui ont une culture, une façon de vivre le rock, et ça va donner le ferment des premiers groupes. Très souvent, c'est des pieds noirs. Vous allez avoir les Pirates, les Vautours, vous allez avoir Danny Logan et ses Pénitents, et puis surtout deux groupes énormes, les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages. Et là, c'est des groupes qui se mettent à vendre très vite 2 millions. Ça semble tout à fait normal pour n'importe quel 45 tours. Des Chaussettes Noires, c'est un truc de folie. Tous les lycéens de France sont pour les chats ou les chaussettes. Tout le monde s'engueule dans tous les lycées. Avant la grande querelle Beatles-Stones, on s'est demandé est-ce qu'on est chat ou est-ce qu'on est chaussettes. Alors les chats, c'est Dick Rivers, c'est les Marseillais. Et les chaussettes, c'est Eddie Mitchell, et ils sont tous de la banlieue parisienne, ce qui va devenir après la grande ceinture du rap. À l'époque, c'est la ceinture du rock'n'roll. Et comme ces disques se vendent, on va signer des artistes, mais signer des artistes ne sert à rien s'il n'y a pas un moyen de diffusion. Et il y a le moyen de diffusion. Il y a une radio à l'époque qui s'appelle Europe numéro 1, qui fait confiance à un jeune entrepreneur qui s'appelle Daniel Philippaki. Et tous les jours, à 17h, Daniel Philippaki, au revoir messieurs, mais je peux passer très vite au Béru si vous voulez, dites-moi, mais l'important dans toute cette histoire, c'est qu'il y a une communication via la radio. Tous les lycéens, tous les étudiants de votre âge, quand ils font leurs devoirs, écoutent Salut les copains. Et Daniel Philippaki, il est très démocrate, lui, il n'a pas du tout de problème avec tous ces jeunes nouveaux artistes. Il y a des gens qui les détestent. Il faut savoir que quand le premier disque de Johnny Hallyday arrive à Europe 1, le patron de la station le casse en direct en disant c'est un scandale, on n'a jamais entendu un truc aussi mal chanté, aussi mal joué. Je peux vous garantir, chers auditeurs, qu'on ne réentendra pas de sitôt ce Johnny Hallyday sur nos ondes. Et il casse le disque en 61. C'est des trucs durs, mais ça a un ferment, c'est que si des blaireaux comme ça viennent casser les disques de Johnny Hallyday à la radio, il y a des jeunes que ça excite d'aller écouter ces disques de Johnny Hallyday qui énervent tant les blaireaux, et les jeunes aiment Johnny, et très vite, il va y avoir les yéyés, il va y avoir toute cette bande, mais il y a quand même une radio quotidienne qui passe les morceaux, ce qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Si vous étiez producteur de disques, vous pouviez arriver, et le producteur de Dutronc, Jacques Wolfson, m'a dit, et se souvenir, être arrivé avec le premier 45 tours de Dutronc. Philippaki l'a écouté avant, il dit ouais c'est correct, on le passe ce soir. Et si les auditeurs téléphonaient en disant c'est génial, on adore, on veut le réentendre, le disque repassait le lendemain, et le surlendemain il repassait de plus en plus. Donc au début tout se passe très bien, dans un très bon climat. Et puis bien sûr le rock c'est comme tout, ça va attirer des convoitises, ça va attirer beaucoup de problèmes, il va y avoir des palais des sports cassés, et puis il va y avoir un ronron qui va s'installer, les groupes vont se disloquer petit à petit, ce qui avait semblé flamboyant en 1961, en 1967, soudain, ça semble un petit peu périmé, un petit peu vieillot, d'autant que les Américains baissent pas les bras et les Anglais nous envoient Sgt Pepper, les Rolling Stones, les Pretty Things, les Pink Floyd, on voit arriver des trucs incroyables en 1967, c'est vraiment l'année où arrivent Jimi Hendrix, les Doors, et nous en France, on a Paul Naref. Et Paul Naref, mais Paul Naref, mine de rien, il fait un boulot rock, quoi. Lui, il est sur les marches du Sacré-Cœur, c'est un premier prix de conservatoire de piano. Alors il me l'a dit lui-même, emmener un piano sur les marches du Sacré-Cœur, c'était pas fastoche, donc il opte très vite pour une guitare 12 cordes, et il a un répertoire où il chante du Dylan, et il chante des trucs, quelques chansons à lui, dont une qui s'appelle « Je voudrais faire l'amour avec toi ». Et ce disque, mais quand il va être enregistré, c'est le film porno de Canal+. Je veux simplement faire l'amour avec toi. Mais il y a des débats partout, il y a des gens demandent qu'on ferme la maison de disques qui a osé sortir ça. Il n'y a pas de CSA à l'époque, mais le gouvernement dit que ce disque ne doit pas passer avant 22h. Mais vous vous rendez compte ? Je veux simplement...
Donc là, on voit un peu comment des gens rock, des gens comme Johnny, des gens comme Paul Naref ont foutu des coups de pied au cul à la société en disant mais réveillez-vous les mecs, vos gosses le font pendant ce temps-là. Enfin, c'est même plus. Voilà, donc on voit un truc bien.